Pose ta tête contre l'oreiller. Ressens où ta nuque s'enfonce dans la matière souple, où ton dos repose contre le matelas, où tes bras s'abandonnent sur les côtés du corps, lourds et libres. La maison est calme autour de toi. Dehors, la nuit s'épaissit. Tu peux fermer les yeux quand tu veux. Tu peux écouter et laisser les images venir te chercher. L'air entre par ton nez, calmement. L'air ressort. Encore une fois. Ce soir, tu vas devenir un rat. Pas un rat de fiction, pas un rat de dessin animé. Un vrai rat. Un rat noir, l'espèce ratu, ancien hôte des greniers, des navires et des bibliothèques, qui hante encore les marges de Paris depuis 8 siècles. Un rat des toits, plus agile que son cousin le surmulot, plus discret, plus arboricole, plus mince. Un rat qui pèse environ 150 grammes, la masse d'une orange. Un rat dont le pelage sombre se confond avec les ombres des caves. Un rat dont la queue, presque aussi longue que le corps, écailleuse et nue, va te servir à équilibrer chacun de tes pas sur les conduits étroits. Tu vas vivre une nuit dans ce corps. Tu vas explorer la ville par en dessous, les caves, les conduits techniques, les tunnels du métropolitain, les galeries des égouts. Le monde nocturne qui s'éveille à la seconde même où les humains s'endorment. Et tu vas le faire avec les sens d'un rat. Pas avec les tiens. Pour l'instant, tu commences à te transformer. Tu sens d'abord ton corps qui rétrécit. Ta peau qui se couvre d'un pelage fin et dense, doux au toucher. Tes membres qui s'allongent autrement, plus minces, plus articulés. Tes ongles qui deviennent griffes fines et recourbées, capables d'agripper l'écorce d'un arbre, la crête d'un tuyau, la rugosité d'un mur de pierre. Ta colonne vertébrale qui s'allonge en une courbe basse, près du sol. Ta poitrine qui devient étroite, en forme de quille. Ton museau qui s'étire en avant, frémissant. Et puis, sur ton museau, quelque chose de nouveau apparaît, quelque chose que tu n'as jamais eu en tant qu'humain. Des vibrisses. Des moustaches longues, raides, sensibles. Une trentaine de longues vibrisses sur chaque côté de ton museau, plus des courtes au-dessus des yeux, sur les joues, sur le menton. Ce ne sont pas des poils ordinaires. Ce sont des poils tactiles, ancrés en profondeur dans ta peau, en contact avec des milliers de récepteurs nerveux. Quand l'air bouge autour de toi, les vibrisses bougent. Quand tu frôles une paroi, les vibrisses se courbent. Et chaque flexion, chaque vibration, chaque oscillation est transmise à un coin précis de ton cerveau qu'on appelle, chez le rat, le cortex entonno. Pour chaque vibrisse, un petit groupe de neurones lui est dédié, un tonneau cortical. Tu peux, sans regarder, savoir exactement où chaque vibrisse touche quoi. Tu peux cartographier, dans le noir absolu, la forme d'une fissure, la texture d'une planche, la largeur exacte d'un trou par lequel passer. Tes vibrisses sont tes yeux dans l'obscurité. Ton odorat, lui aussi, s'est transformé. Ton bulbe olfactif est devenu énorme par rapport au reste de ton cerveau. Tu as maintenant environ 1200 types différents de récepteurs olfactifs, 3 fois plus qu'un être humain. Chaque récepteur reconnaît une famille de molécules. Multipliées par les combinaisons possibles, tu peux distinguer des millions d'odeurs différentes. Et tu en sens, en ce moment, des dizaines, en parallèle, en couches superposées, comme un humain percevrait 10 conversations simultanées. Tes yeux, en revanche, sont devenus mauvais. Tu ne vois plus très loin. Tu es myope. Ton champ visuel net s'arrête à quelques dizaines de centimètres devant ton museau. Les couleurs te parviennent en 2 teintes principales, du vert sombre et du bleu-violet, parce que les rats sont dichromates et perçoivent jusque dans l'ultraviolet, mais ne distinguent pas le rouge. Le monde te paraît plus pâle, moins coloré, plus brouillé. Tu compenses par d'autres canaux. Et tu entends. Tu entends plus haut que tu ne pouvais entendre en tant qu'humain. Bien plus haut. L'oreille humaine plafonne autour de 20 kHz. Toi, tu perçois jusqu'à 90 kHz. Les ultrasons que tu ne pouvais pas entendre, le cri des chauves-souris, le bourdonnement à très haute fréquence des appareils électroniques, et surtout les vocalisations sociales des autres rats, sont maintenant audibles. Tu vis dans un paysage sonore beaucoup plus dense, beaucoup plus riche, dans lequel les conversations entre rongeurs se déroulent à des fréquences que les humains ignorent. Tu sens tes pattes arrière, plus puissantes, capables de propulser ton corps de 100 grammes à plus d'1 mètre en hauteur. Tes pattes avant, plus fines, presque comme des petites mains,
qui sauront tenir une miette, ouvrir un emballage de carton, fouiller un sac de poubelle. Tes incisives qui n'arrêtent jamais de pousser. Il faut les user en mâchant du dur, du bois, du plâtre, du métal mou, sans relâche, sinon elles continueraient à croître jusqu'à percer ton propre crâne. Et il y a aussi, dans ton corps de rat, quelque chose de plus subtil, un sens supplémentaire que les humains n'ont pas. Tu as une mémoire spatiale extraordinaire. À l'intérieur de ton crâne, dans une structure en forme d'hippocampe, c'est d'ailleurs ce qui lui a donné son nom, parce qu'elle ressemble vaguement à l'hippocampe marin, des cellules particulières s'allument à chaque endroit précis de ton territoire. On les appelle les cellules de lieu. Chaque cellule est dédiée à un coin spécifique de ton monde. Quand tu passes près du recoin où traînait hier le cadavre d'un cafard, une cellule s'allume. Quand tu arrives au pied de la colonne de pierre qui soutient la voûte de la cave, une autre s'allume. Chacun de tes pas déclenche une cascade différente de cellules, dans un ordre qui dépend de l'endroit où tu te trouves. Ces cellules ont été découvertes en 1971 par un chercheur britannique appelé John O'Keefe, qui a obtenu le prix Nobel de médecine pour cette découverte en 2014. Avec deux chercheurs norvégiens, May-Britt Moser et Edvard Moser, qui ont découvert dans une zone voisine de ton cerveau un autre type de neurones, les cellules de grille, qui forment un quadrillage hexagonal de l'espace, comme une carte millimétrée biologique gravée directement dans tes circuits neuronaux. Tu te diriges, dans le noir absolu, grâce à ces neurones qui s'allument et s'éteignent au rythme de tes pas. La transformation est terminée. Tu es maintenant un rat noir. Tu es dans ton nid. Le nid est dans un coin sombre d'une cave d'immeuble haussmannien, quelque part dans le 9e arrondissement de Paris. Une cave que les habitants visitent rarement. Quelques cellules voûtées en sous-sol, avec leurs murs de moellons, leur sol en terre battue, leurs vieux casiers de bois où dorment des cartons oubliés depuis des décennies. La lumière y est presque absente. Une seule ampoule au plafond, qui ne s'allume que quand quelqu'un descend, ce qui n'arrive presque jamais. Ton nid est un agrégat de papier déchiré, de bouts de tissu, de plumes échappées d'un vieux duvet, d'isolants arrachés à un câble électrique vieillissant. Tu l'as bâti avec tes incisives et tes pattes au cours des semaines passées, en cachette derrière une casserole renversée dans un coin. Il fait bon, dedans. La température y est constante, autour de 21 degrés Celsius. Quelques-uns de tes congénères dorment près de toi. Tu peux ressentir leur chaleur, leur souffle calme, leur odeur familière. Ce sont tes sœurs, tes frères, ta colonie. Mais ce soir, toi, tu as faim. Tu vas sortir. Avant de partir, tu prends un moment pour t'étirer dans le nid. Tu déplies tes pattes arrière en alternance. Tu tends ton dos. Tu ouvres et refermes plusieurs fois tes incisives pour vérifier qu'elles s'usent normalement, un geste machinal que tu fais des centaines de fois par jour sans y penser. Tu vérifies l'état de tes vibrisses en les frottant en oscillation rapide contre tes pattes avant. Elles sont en bon état. Toutes les longues vibrisses des deux côtés du museau sont présentes et tendues. Aucune ne te manque. Tu testes ton odorat en levant le museau et en aspirant l'air. Tu reconnais, dans l'air du nid, les odeurs familières, tes congénères, les matériaux du nid, l'écosystème de la cave qui t'entoure. Tu reconnais aussi, en arrière-plan, l'odeur lointaine et constante de la ville au-dessus. Tout est en ordre. Tu peux partir. Tout à lèves. Tu sors la tête du nid. Tes vibrisses commencent à frémir avant même que ton corps ne suive, elles sentent l'air qui circule dans la cave, sa température, son taux d'eau, ses odeurs. L'air sent le salpêtre des murs, la moisissure des cartons, la légère pourriture d'un fruit oublié quelque part. Et derrière, plus subtile, l'odeur de tes parents, de tes congénères, de ce qui a été marqué sur tel ou tel coin de mur, chaque rat de la colonie laissant une signature chimique qui dit « J'étais là, c'est mon territoire, je vais bien ». Tu es un date. Tu lis le monde par les odeurs. Tu sors du nid. Tu fais quelques pas, ventre près du sol, dos courbé bas. Tes pattes effleurent la terre battue sans le moindre bruit. Tu te déplaces selon une route que tu connais par cœur, la même route que tu prends presque chaque nuit, mémorisée dans une partie de ton cerveau qu'on appelle l'hippocampe. Tes cellules de lieu et tes cellules de grille travaillent ensemble. Tu te déplaces dans le noir absolu sans hésitation. Tes vibrisses lisent le mur. Tes oreilles captent les courants d'air. Ton museau dessine une carte olfactive du couloir. Tu n'as besoin d'aucune lumière pour avancer, la lumière, d'ailleurs, te dérange.
Si quelqu'un descendait dans la cave avec une lampe en ce moment, tu te figerais derrière une caisse et tu attendrais qu'il reparte. Tu arrives à la base de la colonne. Tu grimpes en quelques secondes, tes griffes accrochées dans les irrégularités de la pierre. Tu atteins une étagère poussiéreuse, 2 mètres plus haut. Sur cette étagère, dans un trou d'aération qui mène vers le couloir de la cave commune, tu sais que tu peux passer. Tu passes. Le couloir de la cave commune est plus large. L'air y circule mieux. Il sent autre chose, la lessive du local des poubelles voisins, le bois des cases de cave humides, l'odeur de fioul du compteur à mazout d'un appartement à l'étage. Et plus loin, l'odeur que tu cherches, l'odeur de la rue, qui filtre par les soupiraux à hauteur de trottoir. Tu suis cette odeur. Tu trottes le long du mur, ton flanc gauche frôlant la pierre, tes vibrisses lisant sa surface en continu. Quand un pli du mortier change, tes vibrisses le détectent avant que tu ne le vois. Tu corriges ta trajectoire sans même y penser. Tu arrives sous un soupirail. C'est un cadre de fer rouillé, fermé par une grille croisée, à 1,50 m au-dessus du sol de la cave. Mais le mur en dessous comporte une fissure verticale dans laquelle tu peux te glisser. Tu te lèves sur tes pattes arrière, tu te calques contre la pierre, et tu pousses ton corps dans la fente. Tu sors du bâtiment. Pour un instant, tu peux arrêter. Sentir l'air différent. Le froid de la nuit, qui est plus piquant que la tiédeur stable de la cave. L'odeur de la pluie tombée il y a quelques heures, qui s'évapore en douceur du sol. Le frémissement, dans tes vibrisses, d'un courant d'air vertical qui descend depuis les hauteurs des immeubles. Le bourdonnement très basse fréquence du trafic lointain, transmis par les pierres. Pour un rat, sortir d'un nid est toujours un moment de tension. Le monde extérieur est imprévisible. Les prédateurs peuvent y être. Tes vibrisses se déploient à leur amplitude maximale. Tes oreilles pivotent indépendamment, l'une vers l'avant, l'autre vers le côté. Tu écoutes pendant plusieurs secondes avant de t'engager. Tu es maintenant dans la cour de l'immeuble, à l'arrière, dans une zone que les habitants ne voient pas, un espace exigu entre le mur de l'immeuble et celui du voisin, où s'accumulent les feuilles tombées des 2 platanes plantés là il y a un siècle. Tu lèves le museau. L'air est plus frais ici. Il a une multitude de couches d'odeurs que tu peux décomposer instantanément. L'asphalte de la chaussée, encore tiède de la journée, il y a, dans le bitume, des traces volatiles d'hydrocarbures, de pneus brûlés, de sable. L'urine des chiens qui ont marqué l'arbre à l'angle. Le pain rassis qu'un piéton a jeté dans le caniveau il y a 2 heures. L'urine d'une de tes cousines, qui est passée par là cette nuit, et qui te laisse savoir qu'elle se dirigeait vers le sud. Les phéromones d'alerte d'une autre, qui a vu un chat à un moment de la soirée, l'odeur est encore là, légèrement vieillie, et tu en tires une information précise, danger possible, mais pas immédiat. Tu lis le ciel olfactif comme un humain lirait une lettre. Et puis tu décides ton itinéraire. Cette nuit, tu vas descendre. Tu vas aller dans le métro. Tu connais un passage. Il y a, à 2 rues d'ici, une station de la ligne 8 dont la grille d'aération laisse passer un courant d'air constant, et au pied de laquelle une faille dans le trottoir permet de s'engouffrer dans le réseau souterrain. Tu te glisses sous la porte cochère, dans la rue. La rue est presque vide à cette heure. Il est environ 3 heures du matin. Un octambule passe en titubant à une centaine de mètres, ses pas résonnent sur l'asphalte, et tes oreilles, qui se tournent indépendamment l'une de l'autre comme des paraboles, se règlent sur lui un instant. Mais il n'est pas une menace. Il s'éloigne. Tu lèves le museau. Tu prends ta lecture olfactive de la rue. À cette heure de la nuit, le profil olfactif de Paris est différent de celui de la journée. Pendant la journée, l'air est saturé par les hydrocarbures des moteurs, les parfums des passants, les cuisines des restaurants. La nuit, ces couches s'estompent. Et alors apparaissent, en dessous, des odeurs plus subtiles que tu n'aurais pas pu détecter de jour. L'odeur des arbres, les platanes, les marronniers, les tilleuls, qui exhalent leurs composés organiques volatiles. L'odeur de la pierre, légèrement acide, des façades haussmanniennes vieillissantes. L'odeur lointaine de la Seine, à quelques centaines de mètres, qui apporte des effluves de vases et d'eau brassée. L'odeur des chiens et des chats qui sont passés ici à la tombée du jour. Tu reconnais chacune de ces couches. Tu les empiles dans ta tête. Et puis tu prends une décision. Tu trottes le long du caniveau, dans l'ombre du trottoir.
La pluie tombée hier a laissé une mince pellicule d'eau dans le creux où passe la canalisation de surface. Tu pourrais boire, mais l'eau a un goût d'huile minérale et de cigarette écrasée. Tu préfères attendre. Au passage, tu sens, sous une voiture garée, l'odeur d'un autre rat. Pas un membre de ta colonie. Une signature olfactive différente, un mâle adulte, en bonne santé, qui n'est pas du quartier. Tu freines. Tes oreilles se tendent. Tes vibrisses se figent. Tu écoutes pour voir si tu détectes un mouvement. Rien. L'autre rat est passé il y a 1 heure, peut-être 2. Tu repars. Tu connais Paris. Pas par les noms des rues, qui te sont inconnus, mais par les routes olfactives, les passages possibles, les coins où la nourriture est régulière, les zones où les chats traînent, les soupiraux qui descendent dans des caves intéressantes. Ta carte mentale de la ville est entièrement faite d'odeurs, de textures, de courants d'air et de souvenirs spatiaux. Elle est stockée dans ton hippocampe, qui pour un rat est anormalement développé, et qui te permet de naviguer dans un domaine vital d'environ 500 mètres de diamètre autour de ton nid. Tu atteins la grille d'aération du métro. C'est une grille à barreaux verticaux espacés d'environ 3 centimètres. Trop étroite pour un chat. Suffisante pour toi. Tu te coules à travers les barreaux sans difficulté, ton squelette de rat, contrairement à ce que les humains croient, n'est pas particulièrement collapsible, mais ta cage thoracique flexible et l'absence de clavicule en barre te permettent de passer dans n'importe quelle ouverture aussi large que ta tête. Et ta tête, à 150 grammes, fait à peine 2,5 cm de large à sa partie la plus volumineuse. Tu es sur le rebord supérieur du puits de ventilation du métro. En dessous de toi, 10 mètres de vide vertical. Une cage de tubes métalliques, d'échelles rouillées, de gros ventilateurs qui tournent à intervalles réguliers, tu reconnais leur bourdonnement à basse fréquence dans tes oreilles de rat, qui le perçoivent plus fort que les humains parce que tes oreilles externes sont mieux placées pour capter ce genre de son. Tu descends. Tu n'utilises pas l'échelle, tu marches en spirale le long du tube principal, tes griffes accrochées dans les joints la tôle. Tu te déplaces tête vers le bas pendant la moitié de la descente, ton centre de gravité savamment géré par ta queue qui se balance à l'horizontale comme un balancier de funambule. Tu atteins la base du puits. Tu es dans la salle des machines de la station. Une grande pièce souterraine, à l'écart des couloirs accessibles aux voyageurs, où ronronnent des transformateurs électriques, des pompes d'évacuation des infiltrations, des ventilateurs énormes. La lumière y est faible, quelques ampoules de service au plafond, qui éclairent à peine. Pour toi, c'est presque la nuit complète. Mais peu importe, tu n'as pas besoin de voir. Tu sens, tu entends, tu palpes par les vibrisses. L'air ici a une odeur particulière. C'est l'odeur du métro parisien, un mélange de freins en composite usé à très haute fréquence par les arrêts brutaux, de poussière de béton broyé, d'huile chaude, de vieilles affiches collées, et d'air recyclé depuis des décennies. Pour un humain, c'est l'odeur de leur trajet quotidien, presque oublié. Pour toi, chaque composé est isolable. Tu peux ressentir, dans cette odeur globale, la signature de chaque type de roue de wagon, de chaque génération de freins, de chaque poste de balayage récent. Tu te diriges vers un coin de la salle, où un câble électrique passe à travers un trou dans le mur. C'est ton passage vers les voies. Tu te glisses dans le trou. Le passage est étroit, quelques centimètres de béton autour de toi. Tes vibrisses brossent les parois à chaque pas. Tu sors de l'autre côté, dans un local technique adjacent. Tu trouves une seconde ouverture, plus large, qui débouche dans le tunnel principal de la ligne 8. Tu es maintenant sur le ballast du métro. Pour un instant, tu t'arrêtes. Tu écoutes. Le tunnel est immense autour de toi. Tu peux ressentir, par tes vibrisses qui captent les mouvements infimes de l'air, la profondeur de la voûte au-dessus. Tu peux ressentir, par tes pattes en contact avec le ballast, les vibrations transmises depuis le sol. La ville roule à des kilomètres au-dessus de toi, les rares voitures de la nuit, les pompes des immeubles, les vibrations de la circulation lointaine. Tout cela t'arrive par les pierres, en basse fréquence, comme un grondement très en sourdine. Et tu peux ressentir, plus discret encore, le souffle régulier d'un ventilateur de tunnel quelque part loin devant toi. Le métro ne dort jamais entièrement, même la nuit, son système de ventilation fonctionne pour évacuer l'air vicié et apporter de l'air frais. C'est un organisme respiratoire, ce tunnel. Il respire, en douceur, depuis 120 ans. L'air entre.
L'air ressort. Et tu reprends ta route. Le ballast, c'est le lit de pierre concassé qui supporte les rails. Pour les humains qui voyagent dans les rames, le ballast est invisible, on ne voit que les rails, le quai, le tunnel sombre derrière. Mais pour toi, le ballast est un terrain de chasse. Les pierres y sont rugueuses, irrégulières, et entre elles s'accumulent depuis 120 ans des miettes tombées des poches des voyageurs, des bouts d'emballage, des cheveux, des morceaux de plastique, des grains de café, et, la nuit, quand le réseau est fermé, les déchets balayés par les ouvriers du nettoyage. Tu trottes sur le ballast, au milieu des deux rails. Le métro a fermé il y a 1 heure environ. Les derniers trains de service achevés. Le réseau dort pour quelques heures, jusqu'à la reprise vers 5 heures du matin. Tu as un peu plus de 2 heures devant toi pour explorer en sécurité. Passé ce délai, les premiers trains arrivent, et les rails se mettent à vibrer plusieurs minutes avant. Tu auras le temps de te mettre à l'abri. Le tunnel s'étend en courbe douce devant toi. Il fait noir presque complet. Seule la lumière d'une petite veilleuse, tous les 500 mètres environ, dessine un halo bleuté très faible. Mais tes pupilles, qui se dilatent énormément dans le noir, captent ce qu'elles peuvent. Et tu n'en as pas vraiment besoin pour t'orienter. Tu suis le rail droit, un repère solide que tu touches du côté de ta vibrise droite à chaque pas. Tu connais cette section du tunnel par cœur. Au passage, tu sens d'autres rats. Ils sont là, dans le tunnel, comme toi. 10, peut-être plus, dispersés sur les premières centaines de mètres. Pas des membres de ta colonie, les rats du métro sont une population différente, souvent issue du surmulot Ratu norvegicus, plus gros que toi, plus terrestre. Tu es, en tant que rat noir, un visiteur dans leur territoire. Ils tolèrent ta présence parce que tu es minuscule et solitaire, et parce que le tunnel est si vaste qu'il y a de la place pour tout le monde. Toenkloisesun. Il est assis sur le rail extérieur, en train de manger un morceau de baguette. Vous vous arrêtez à environ 3 mètres l'un de l'autre. Vos vibrisses se synchronisent. Vous échangez quelques secondes d'attention. Il émet un petit cri à 50 kHz, presque ultrasonique, inaudible pour un humain, qui est, chez les rats, un signal de bien-être social. Un peu comme un rire de rat. Les chercheurs qui étudient les vocalisations de rongeurs ont découvert, dans les années 2000, que les rats émettent ces cris quand ils jouent, quand ils sont caressés, quand ils se sentent à l'aise. Le neurobiologiste estonien Jacques Panksepp est devenu célèbre pour avoir démontré que les rats, en plus de communiquer, ont véritablement quelque chose qui ressemble à du rire, une émotion positive de joie qu'on peut reproduire en chatouillant un rat. Le rat chatouillé émet ses cris ultrasoniques de 50 kHz. Et il en redemande. Tu lui réponds par un cri similaire. Vous êtes en paix. Vous restez quelques secondes à vous observer. Tes vibrisses captent une légère vibration dans l'air, un petit courant qui passe entre vous, parce qu'il a soufflé en émettant son cri. Tu sens son odeur. Tu sens qu'il est en bonne santé, qu'il vient de manger, qu'il a peut-être eu une rencontre amicale avec une femelle un peu plus tôt. Tu sais, dans son odeur, presque toute son histoire récente. Il reprend sa baguette. Tu reprends ta route. Cet échange minuscule entre deux rats inconnus, à 3 heures du matin dans un tunnel de métro parisien, est un fragment du tissu social qui régit la vie souterraine. Les rats ont développé, au cours de leurs millions d'années d'évolution en société, des codes de communication très élaborés. Ils ne sont pas, contrairement à l'image que les humains s'en font, des animaux solitaires opportunistes. Ce sont des animaux sociaux complexes, qui vivent en colonies hiérarchisées, qui se reconnaissent individuellement, qui se transmettent des informations sur les sources de nourriture et sur les dangers, qui prennent soin de leurs malades et de leurs vieux. Une étude célèbre du chercheur américain Inbal Ben-Ami Bartal, publiée en 2011, a montré que les rats sont capables d'empathie. Mis en présence d'un congénère piégé dans une cage transparente, un rat libre apprend à ouvrir la porte de la cage pour libérer le piégé. Et il le fait même s'il a accès à du chocolat à côté, il libère son congénère avant de manger. Si on lui donne le chocolat dans une seconde cage transparente, il sait l'ouvrir aussi, et il partage le chocolat avec le congénère libéré. Ce comportement, qu'on appelle l'aide prosociale, dépasse ce que beaucoup d'autres mammifères font. Il évoque une forme d'altruisme rudimentaire qui n'existe pas chez tous les rongeurs. Et il révèle, dans ton cerveau de rat, des circuits émotionnels remarquablement développés, l'amygdale et le cortex préfrontal,
qui traitent les émotions sociales, sont chez toi plus complexes que ce que les zoologistes du début du XXe siècle imaginaient. Tu n'es pas qu'une machine biologique d'évitement et de prédation. Tu as, à ta manière, une vie émotionnelle. Tu apprends en passant. Tu remarques que le tunnel, à cet endroit, comporte une fissure dans le mur, une fissure qui n'était pas là la nuit dernière, ou que tu n'avais pas remarquée. Tu enregistres son emplacement dans ton hippocampe. Demain, peut-être, elle deviendra un raccourci utile. La carte mentale d'un rat est en constante mise à jour. Chaque nuit ajoute des détails, élimine des chemins qui ne sont plus accessibles, intègre de nouvelles odeurs, de nouveaux sons, de nouvelles ressources alimentaires. Tu poursuis. Tu approches d'une station. La station est sombre, déserte, mais ses néons d'urgence dessinent des reflets bleutés sur le carrelage. Tu peux voir le panneau de la station. Pour toi, ce sont des formes verticales sans signification, mais l'odeur du carrelage en céramique, des publicités collées, et de l'urine humaine désinfectée par les agents du nettoyage te dit que tu es à la station Bonne Nouvelle. Tu te glisses sous le quai. Sous le quai, dans une zone inaccessible aux voyageurs, court un dédale de canalisation, de fils électriques et de gravats accumulés depuis l'ouverture de la ligne en 1913. C'est un terrain de jeu pour les rongeurs, toujours quelque chose à manger, toujours un abri pour la nuit. Tu trouves une miette de pain au chocolat, tombée d'une serviette il y a quelques heures. Tu la prends entre tes pattes avant. Et tu la grignotes en l'examinant, d'abord son odeur, qui te dit qu'elle n'est pas empoisonnée, ensuite sa texture, qui est tendre, ensuite son goût, qui est sucré et acceptable. Tu manges sans le moindre bruit, attentif à ton environnement. Quand tu manges, en tant que rat, tu fais quelque chose d'instinctif et de très subtil. Tu te méfies de la nouveauté. C'est ce que les éthologues appellent la néophobie alimentaire, un trait fondamental de la psychologie du rat. Quand tu rencontres un aliment inconnu, tu n'en prends qu'une minuscule quantité, et tu attends de voir comment ton corps réagit avant d'en manger davantage. Si tu te sens mal, tu apprends instantanément à associer cet aliment à la nausée, et tu ne mangeras plus jamais. Si tu te sens bien, tu peux y revenir. Cette néophobie est ce qui rend les rats si difficiles à empoisonner. Les humains qui essaient de te tuer ont compris ce truc. C'est pourquoi les raticides modernes ne sont pas instantanés. Les anciens poisons foudroyants tuaient le premier rat à les goûter, mais les autres apprenaient en regardant et n'en mangeaient jamais. Les poisons modernes, les anticoagulants, comme la warfarine ou le brodifacoum, tuent en plusieurs jours. Le temps que le rat empoisonné meurt d'hémorragies internes, il a continué à manger l'appât avec confiance, et la colonie entière l'a mangé aussi. Ce n'est qu'après les faits, étalés sur une semaine, qu'aucun lien n'est fait dans la mémoire du rat entre la nourriture et la mort. C'est cruel. Et c'est efficace. Mais ce n'est pas infaillible. Depuis quelques décennies, dans les villes occidentales, y compris à Paris, des populations de rats ont développé une résistance génétique aux anticoagulants. Une mutation dans un gène appelé VCORC leur permet de neutraliser le poison. Ces rats sont appelés, par les dératiseurs, des super-rats. Tu portes peut-être cette mutation toi-même. Tes ancêtres ont peut-être survécu à des décennies de campagnes de dératisation, en sélectionnant à chaque génération les individus que le poison ne tuait pas. Tu es, génétiquement, le produit de cette pression de sélection. La ville a sculpté ton génome. Tu fais ta miette. Tu sens, en finissant, ton estomac qui se remplit un peu. Tu sens ta soif qui monte, quand ta rat mange du pain sec, il a besoin de boire dans la demi-heure. Tu sais où trouver de l'eau dans les égouts en contrebas. Tu y descendras tout à l'heure. Pour l'instant, tu restes sous le quai un moment. Tu écoutes la station qui dort. C'est étrange, une station de métro la nuit. Pendant la journée, c'est un torrent humain, des centaines de personnes par minute qui passent, leurs odeurs mélangées, leurs voix superposées, leurs pas qui résonnent sur le carrelage. Cette nuit, c'est un sanctuaire. Le carrelage est silencieux. Les rames sont à quai dans le dépôt, à plusieurs kilomètres au sud. Les machines à composter dorment. Les portiques sont éteints. Il ne reste que toi, et quelques-uns de tes cousins, et le souffle lointain des ventilateurs. Tu peux te reposer ici. Tu peux ressentir, par tes vibrisses, l'amplitude de cet espace, la voûte courbée à 6 mètres dessus, les murs carrelés à 10 mètres de chaque côté. Pour un rat de 150 grammes, c'est un immense palais. Tu y as accès.
Tu es chez toi, à ta manière. Tu te lèves. Tu poursuis ton chemin. Tu sors de la station par l'autre extrémité du quai. Tu rentres dans le tunnel. Et tu continues vers une bifurcation que tu connais, un raccordement technique qui relie le tunnel du métro aux égouts. Le raccordement est invisible pour les humains. C'est une petite trappe métallique dans le mur du tunnel, soulevée il y a longtemps par un égoutier négligent, et qui n'a jamais été refermée. Au-delà, un boyau qui descend en pente raide. Tu y entres. Tu descends. L'odeur change immédiatement. Tu quittes le monde minéral du métro pour entrer dans le monde organique des égouts. L'air devient chargé d'eau. Il sent le composé soufré des bactéries anaérobies, l'ammoniac de la décomposition azotée, le savon des eaux usées domestiques, la graisse des restaurants. Pour un humain, cette odeur est répugnante. Pour toi, c'est une promesse. Là où il y a des bactéries qui digèrent de la matière organique, il y a des miettes de nourriture, des insectes qui les mangent, et un écosystème entier qui s'est adapté à ce monde. Tu arrives dans une galerie principale. Le réseau des égouts de Paris est l'un des plus vastes du monde. Plus de 2600 km de tunnels, de galeries, de collecteurs, qui drainent les eaux usées et les eaux de pluie de la capitale vers les stations d'épuration en aval de la Seine. Il a été construit, en grande partie, entre 1855 et 1880, sous la direction d'un ingénieur appelé Eugène Belgrand, dans le cadre de la rénovation de Paris par le baron Haussmann. Belgrand était un polytechnicien sorti dans les premiers de sa promotion, fasciné par l'hydrologie et la géologie. Quand Haussmann l'a recruté pour réorganiser le service des eaux de Paris, il lui a donné une mission impossible, créer un réseau qui résolve à la fois l'évacuation des eaux usées, l'apport d'eau potable et l'évacuation des eaux de pluie. Belgrand a mis 25 ans à le bâtir. Il a inventé un principe original, un réseau visitable, dans lequel des hommes pouvaient marcher et inspecter les ouvrages, plutôt que des canalisations enterrées et inaccessibles. C'est pour cela que tu peux, toi rat, te déplacer dans ces galeries. Elles ont été construites à hauteur humaine. Avant Belgrand, Paris était une ville dont les eaux usées coulaient à ciel ouvert dans les caniveaux, où s'accumulaient les déjections et les déchets, et où les épidémies, choléra, typhus, peste, dysenterie, décimaient régulièrement la population. Le réseau d'égouts moderne a transformé radicalement la santé publique. Il a aussi créé un habitat souterrain immense pour ton espèce. Tu trottes le long d'un trottoir étroit qui longe le canal central de la galerie. L'eau coule à 1,50 m en contrebas, un courant brunâtre, lent, chargé de tout ce que Paris a évacué dans les dernières heures. L'eau du métro, l'eau des éviers, l'eau des toilettes, l'eau des pluies de l'après-midi. Elle court vers l'aval, vers la station d'épuration d'Acher, à une trentaine de kilomètres en aval de la Seine. Au-dessus de toi, la voûte est en pierre meulière, scellée par un mortier hydraulique. Des chiffres et des lettres sont peints en blanc sur certaines des plaques de regard, des codes que les égoutiers utilisent pour s'orienter. Il y a, dans ces galeries, plus de signalisation que dans une station de métro. Mais pour toi, c'est superflu, tu te repères par les odeurs, par les courants d'air, par les vibrations transmises par les pierres. Tu continues à descendre. À un certain point, la galerie débouche sur un carrefour. 3 autres galeries y arrivent, une plus grande, qui vient de la rue du Quartier, et 2 plus petites, qui drainent des immeubles voisins. Au centre du carrefour, un bassin de dégravoiement, une zone où le courant ralentit et où les graviers, le sable et les détritus lourds se déposent. Les égoutiers viennent régulièrement, avec leurs bateaux légers ou leurs wagon-van, nettoyer ces bassins. Tu sens, dans le coin du bassin, l'odeur d'un autre rat. Un mâle adulte. Plus gros que toi. Tout à fait. Tu écoutes. Tu entends, à travers le murmure de l'eau, un petit grognement à très basse fréquence. C'est un rat de l'égout, un surmulot. Pas un cousin lointain, une autre espèce, plus puissante, plus terrestre, qui peut peser jusqu'à 500 grammes. 3 ou 4 fois ton poids. Tu décides de l'éviter. Les surmulots et les rats noirs ne s'entendent jamais quand ils se croisent dans des espaces serrés. Les surmulots sont territoriaux, plus grands, plus agressifs. Tes mâchoires de 150 grammes ne peuvent rien contre les leurs. Et dans les égouts, les surmulots ont le dessus parce qu'ils sont nageurs, adaptés à un environnement aquatique, alors que toi, en bon rat noir, tu détestes l'eau et tu nages mal.
Ton ancêtre fréquentait les arbres et les charpentes. Le sien a évolué dans les marais et les rives. Vous êtes deux espèces sœurs séparées par des millions d'années d'évolution divergentes, et qui ne s'entendent pas dans les milieux qui favorisent l'autre. Tu te glisses contre le mur, dans l'ombre. Tu remontes la galerie par où tu es venu, sur quelques mètres, puis tu obliques dans une bifurcation latérale plus étroite. Tes vibrisses brossent les deux parois, la galerie est presque trop étroite pour toi, c'est pour ça que tu la prends. Aucun gros surmulot ne te suivra ici. Tu continues dans le réseau. Le réseau des égouts parisiens forme une ville sous la ville. Si tu pouvais voir l'ensemble depuis le ciel, tu verrais que la carte des galeries calque approximativement la carte des rues qu'elles desservent. Sous chaque rue de Paris, il y a au moins un collecteur secondaire. Sous chaque grande artère, un collecteur principal. Au carrefour majeur, des regards qui descendent jusqu'à des cavités assez vastes pour qu'un homme y entre et travaille. Et dans cette ville inversée, depuis 150 ans, des générations d'égoutiers se sont succédées pour entretenir les ouvrages, dégager les sédiments, réparer les fuites, traquer les obstructions. Les égoutiers parisiens portent un nom particulier, les têtards, parce qu'ils descendent volontiers dans les eaux. Ils ont leur propre culture, leur propre humour, leur propre histoire de fantômes, des phénomènes étranges entendus dans les conduits, des fragments d'os retrouvés dans les bassins, des fortunes en pièces de monnaie qui s'accumulent dans les recoins. Ils connaissent les égouts mieux que personne. Ils ont aussi appris à connaître les rats. Ils savent où les colonies se sont établies, comment les surmulots se déplacent en groupe, à quelle heure de la nuit les populations sont en activité. Mais ils ne te chassent pas. Tu ne les intéresses pas. Tu n'es pas, pour eux, un nuisible, tu fais partie du paysage, et tant que tu restes dans tes galeries souterraines, tu n'es un problème pour personne. Tu poursuis ta route le long de la galerie. Au passage, tu sens des choses étranges. L'odeur d'une cigarette jetée par un passant au-dessus, qui est tombé dans une bouche d'égout. L'odeur d'un produit de nettoyage, un détergent au chlore que quelqu'un a versé dans son évier en cuisine. L'odeur d'un médicament dissous dans des urines humaines, peut-être un antibiotique. L'odeur de cuir d'une chaussure perdue il y a longtemps dans une crue. Tout ce que la ville rejette est ici, en concentration, lisible pour ton museau. Tu arrives à une zone de la galerie où une grille d'aération mène à un soupirail au-dessus. Au-dessus, c'est la rue. Tu peux le ressentir par les odeurs qui filtrent, l'asphalte, les voitures rares, le tabac d'un fumeur sur le trottoir. Mais tu ne sors pas. Tu poursuis ta route. Tu cherches une autre chose. Tu cherches l'eau propre. Tu pourrais boire l'eau de l'égout, beaucoup de rats le font sans en mourir. Mais l'eau de l'égout porte ses risques. Il y a des produits chimiques, des médicaments dissous dans l'urine humaine, des traces de métaux lourds. Avec le temps, ça use ton foie, ton rein. Tu préfères de l'eau propre quand tu peux. L'égout est sale, mais sous l'égout, presque parallèle au réseau, court un autre réseau, le réseau d'eau potable, qui dessert les fontaines, les robinets, les chasses d'eau de Paris. Et entre les deux, dans les zones où des fuites se produisent, il y a parfois des gouttes d'eau filtrée qui suintent à travers la maçonnerie. Une eau propre, à la différence du courant d'égout. Tu connais un endroit où une fuite goutte régulièrement contre une pierre. C'est ta source. T'eau et vase. Tu prends quelques minutes pour t'abreuver. Tu lèches la pierre. L'eau est froide, 14 degrés Celsius environ, la température constante des nappes parisiennes est pure. Tu en prends plusieurs gorgées. Tu remplis ton estomac. Et tu repars. Tu remontes la galerie. Tu repasses le bassin de dégravoiement, le surmulot n'est plus là, parti vers d'autres territoires. Tu passes près d'un autre passage qui descend, et que tu n'as jamais pris. Ce passage mène, plus bas, vers une zone du réseau qui s'enfonce davantage encore, vers les anciennes carrières calcaires qui s'étendent sous le 14e arrondissement, et qui ont été en partie aménagées en ossuaires au XVIIIe siècle, quand les cimetières du centre de Paris ont été vidés et que leurs ossements ont été transférés sous terre. Les catacombes. 6 millions de squelettes parisiens empilés sur des kilomètres de galeries souterraines. Tu connais des rats qui vivent là-bas. Ils ont des territoires différents des tiens. Ils mangent moins, la nourriture est rare dans les catacombes, parce que l'accès humain y est limité, mais ils sont protégés des prédateurs. Une de tes tantes y a vécu une partie de sa vie. Elle est revenue dans les égouts plus active quand elle a vieilli, mais elle racontait,
par les phéromones de marquage qu'elle laissait derrière elle, ces années passées au milieu des morts. Tu ne descends pas dans les catacombes ce soir. Tu remontes les boyaux secondaires. Tu retrouves le passage qui mène au tunnel du métro. Et c'est là que ça se gâte. À l'embranchement, dans l'ombre, quelque chose bouge. Une silhouette plus grande que toi. Plus grande qu'un rat. Plus grande qu'un chat. Un mustélidé. Une fouine. Les fouines sont les prédateurs nocturnes les plus efficaces de la faune urbaine parisienne. Elles se sont installées dans la ville depuis les années 70, vivant dans les combles, dans les caves, dans les espaces vides entre les bâtiments. Elles chassent les rats avec une efficacité redoutable, agiles comme nous, mais plus rapides, plus fortes, et capables de te suivre dans n'importe quel tube. Tout à fait. Tes vibrisses arrêtent de frémir. Ta queue se plaque contre tes pattes arrière. Ton cœur, qui battait à 300 pulsations par minute, monte d'un coup à plus de 450. Ton sang se charge d'adrénaline en quelques fractions de secondes. Tes muscles se préparent à la fuite ou au combat, en fait, pour toi, presque toujours la fuite. Les rats ne combattent les prédateurs que quand ils n'ont plus le choix. Cette réaction de peur est ancienne. Plus ancienne que ton espèce. Plus ancienne que ton genre. Elle remonte aux premiers vertébrés à mâchoire, il y a plus de 400 millions d'années. C'est une réponse câblée dans la profondeur archaïque de ton cerveau, dans l'amygdale, deux petits noyaux situés de part et d'autre de ton hippocampe, qui détectent instantanément la signature d'un prédateur potentiel et déclenchent la cascade hormonale du stress aigu. Tes pupilles se dilatent. Ton souffle s'accélère. Ton sang quitte ton système digestif et se concentre dans tes muscles striés. Ton métabolisme glucidique s'emballe. Tout cela en une seconde, sans aucune décision consciente de ta part. Ton corps de rat se prépare à survivre. La fouine te voit. Ses yeux brillent dans la pénombre. Elle penche la tête. Elle évalue. Elle a faim, tu peux ressentir, dans son odeur, la sécrétion particulière des glandes anales d'une fouine en chasse active. Elle bondit. Tu pivotes. Tu te précipites vers une fissure que tu as repérée tout à l'heure dans la maçonnerie, une fente verticale dans un coin de la galerie, à peine plus large que ta tête. Tu y plonges. La fouine arrive une fraction de seconde plus tard. Son museau s'enfonce dans la fente, ses griffes raclent la pierre. Mais elle est trop large pour passer. Tu es à l'abri. Dans la fissure, tu reprends ton souffle. Tes vibrisses se remettent à frémir, irrégulières, c'est leur signature de stress aigu. Ton cœur ralentit en quelques secondes, plus calmement que tu ne le penserais. Le système nerveux d'un rat retombe vite, l'adrénaline qui circulait dans ton sang est éliminée par ton foie en quelques minutes. Tu attends. La fouine attend aussi. Elle gratte un peu la pierre, puis renonce. Elle disparaît dans l'ombre de la galerie. Tu entends ses pas s'éloigner. Tu écoutes encore une minute, pour être sûr. Puis tu sors de la fissure. Au-dessus du tunnel, dans le ciel de Paris, un autre prédateur veille parfois. La chouette effrayée. Elle niche dans les clochers, dans les combles des immeubles haussmanniens, dans les vieux pigeonniers oubliés. Elle a une vue extraordinaire en faible lumière, et une ouïe encore plus extraordinaire, capable de localiser un rongeur dans l'obscurité totale à partir du moindre frottement, grâce à ses oreilles asymétriques et son disque facial qui agit comme une parabole acoustique. Si tu sortais dans la cour pendant qu'une chouette effraie passe en chasse, elle te repérerait avant même que tu la voies. Ses serres se refermeraient sur toi sans le moindre bruit. Tu n'aurais pas le temps de fuir. Ce soir, par chance, aucune chouette n'est sortie sur ton territoire. Tu n'as pas eu à mesurer la rapidité de ses attaques. Tu prends une autre route pour rentrer. Tu choisis de ne pas repasser par le tunnel du métro, trop risqué, la fouine peut encore y traîner. Tu remontes par une cheminée verticale, un puits de visite équipé d'une échelle en métal corrodé. Tes griffes accrochent les barreaux. Tu montes 8 mètres en quelques dizaines de secondes. Tu arrives à une plaque de regard sous une rue. Tu te glisses à côté de la plaque, par l'interstice entre la fonte et le bitume. Tu es de retour à la surface. Le ciel commence à se teinter de gris. L'aube approche. Tu as encore une demi-heure avant que les humains ne se mettent à circuler en nombre. Tout est dépêche. Tu trottes le long du caniveau. Tu passes devant une boulangerie d'angle, où le boulanger commence à allumer ses fours, tu sens l'odeur de la pâte qui lève dans l'arrière-boutique, la pierre des fours qui chauffe.
Tu sens aussi le piège, sur le rebord intérieur de la vitrine, un appât empoisonné dans un boîtier de plastique noir. Tu connais ces boîtiers. Tu ne t'en approches plus depuis qu'une de tes cousines en est morte. L'appât est généralement à base de brodifacoum, un anticoagulant de seconde génération. Quand un rat en mange, le poison bloque la régénération de la vitamine K dans son foie. Sans vitamine K, les protéines de la coagulation sanguine ne fonctionnent plus. Le rat continue à vivre normalement pendant 3 à 5 jours. Puis ses petits vaisseaux commencent à perdre du sang, ses muqueuses se mettent à saigner, ses poumons se remplissent d'épanchements, et il meurt en quelques heures. C'est une mort calme à la surface, mais ravageuse en interne. Tu sens, dans l'air autour du boîtier, une trace très subtile du brodifacoum lui-même. Une signature olfactive amère, persistante, que ta mère t'a apprise dès tes premiers jours d'exploration. Tu mémorises l'odeur. Tu sauras t'éloigner. Tu fais un détour. Tu arrives à la rue de ton immeuble. Tu te glisses sous la porte cochère. Tu traverses la cour. Tu retrouves le soupirail. Tu redescends dans la cave. Et là, dans le couloir des caves, juste avant ton nid, tu sens quelque chose de nouveau. Une présence. Tout à fait. Tes oreilles pivotent. Tes vibrisses se déploient. Tu écoutes. Et tu entends, sans hâte, un pas léger. 4 coussinets de pattes sur le sol en terre battue. Une respiration calme. Une odeur de chat domestique, un mâle, castré, qui se nourrit de croquettes. Probablement le chat de la concierge, qui descend parfois explorer les caves la nuit. Tu ne sais pas s'il t'a senti. Le chat est un prédateur opportuniste, beaucoup moins déterminé qu'une fouine. Mais il pèse 5 kilos, soit 35 fois ton poids, et ses griffes peuvent te déchirer en 2 secondes si tu te trompes. Tu décides de ne pas bouger. Tu restes immobile dans l'ombre d'une caisse de cave. Tu attends. Le chat passe à 1,50 m de toi. Il s'arrête. Il renifle. Tu vois ses moustaches frémir, il a peut-être capté un fragment de ton odeur, mais elle est diluée par toutes les autres odeurs de la cave. Il hésitait. Puis il continue son chemin. Il disparaît dans le couloir. Tu attends encore 1 minute. Tu écoutes. Tu sens. Puis tu reprends ta route. Tu arrives au nid. Tu te glisses à l'intérieur. La chaleur familière des autres rats t'enveloppe. Tes vibrisses se détendent. Ton cœur retombe à son rythme de croisière. Tu te frottes contre une sœur qui dort, un contact tactile court, une reconnaissance mutuelle par l'odeur, un échange silencieux qui dit « je suis revenu, tout va bien ». Tu te roules s'emboule. Ton museau sous ta queue. Tes vibrisses pliées contre tes joues. Ta respiration ralentit. Tes muscles se détendent un par un, d'abord les pattes arrière, puis les pattes avant, puis le dos, puis le cou. Pour un rat, dormir est aussi un acte social. Les rats préfèrent dormir en groupe, en contact physique avec d'autres rats de leur colonie. C'est ce que les éthologues appellent l'agrégation thermique et sociale. En se rapprochant les uns des autres, vous mutualisez votre chaleur corporelle, vous économisez de l'énergie. Mais vous échangez aussi des odeurs en continu, vous renforcez votre identité de groupe, vous maintenez vos liens sociaux par la simple proximité tactile. Ton flanc droit touche en douceur le pelage d'une sœur endormie. Ton flanc gauche touche un cousin. Vous formez ensemble une boule chaude de 4 ou 5 corps de rats, vibrante de respiration légère, parcourue de tressautements occasionnels quand l'un d'entre vous rêve. Et tu commences à t'endormir. Le sommeil d'un rat n'est pas comme le sommeil d'un humain, mais il s'organise selon les mêmes phases fondamentales. Tu passes par des cycles courts, d'environ 12 minutes, pendant lesquels tu alternes entre sommeil lent profond et sommeil paradoxal. Pendant le sommeil paradoxal, tu rêves. Et pendant tes rêves, tes neurones de l'hippocampe, les cellules de lieu, les cellules de grille, se réactivent dans le même ordre que ce soir, pendant ton parcours. Tu rejoues, dans ta tête endormie, le chemin que tu viens de prendre. La traversée de la cave, le soupirail, la rue, la grille d'aération du métro, le tunnel, le rat avec la baguette, l'égout, la fuite devant la fouine, la remontée, le chat. C'est ce que les chercheurs en neurosciences appellent la consolidation mnésique. Pendant que tu dors, ton cerveau renforce les souvenirs de la nuit, les inscrit dans ta mémoire à long terme,
et mets à jour ta carte mentale de la ville. Demain, tu sauras encore mieux où aller, où éviter, où trouver à manger. Tu apprends en dormant. Et tu rejoues le chemin parfois en accéléré, parfois en sens inverse. Les chercheurs en neurosciences qui enregistrent l'activité de l'hippocampe d'un rat endormi observent ces replays, des séquences de cellules de lieu qui se rallument dans l'ordre du parcours, mais à une vitesse 20 fois plus rapide qu'en éveil. Comme si ton cerveau revoyait la vidéo de ta nuit en mode accéléré, plusieurs fois de suite, pour graver les itinéraires importants dans ta mémoire à long terme. Ce mécanisme existe aussi chez l'humain. Quand tu dormiras, dans quelques minutes, ton propre hippocampe rejouera, dans ton propre sommeil, des fragments de ta journée. Tu rêves de toi-même. Ton museau frémit légèrement dans le sommeil. Tes vibrisses tressautent comme si tu étais en train de courir. Tes pattes arrière s'agitent en oscillations légères. Tu cours, dans ton rêve, le long du caniveau de la rue de la Tour d'Auvergne, vers l'odeur d'une miette de pain. Tu plonges, dans ton rêve, dans la fissure qui t'a sauvé de la fouine. Et pendant que tu dors, dehors, Paris se réveille. Le ciel devient gris pâle. Les boulangers ouvrent leurs portes. Les premiers métros démarrent. Les fonctionnaires de la propreté sortent leurs camionnettes. Les pigeons descendent des corniches pour explorer les trottoirs. Toi, tu dors. Tu as terminé ta nuit. Ton équipe nocturne est rentrée. Tu te reposes jusqu'au crépuscule suivant. Et pendant que le rat dort, tu peux revenir. Tu peux laisser, en douceur, le corps de rat te quitter. Ressens comment tes vibrisses se rétractent, comment ton museau redevient nez humain, comment ta queue disparaît, comment ton pelage redevient peau. Tes oreilles retrouvent leur position humaine, fixe. Ton odorat se réduit aux 400 récepteurs d'humain. Ton ouïe se referme au-dessus de 20 kHz. Tes incisives arrêtent de pousser. Tu retrouves ton corps de personne, dans ton lit, dans ta chambre, dans ta maison. L'air entre par ton nez. L'air ressort. Encore une fois. Tu peux ressentir ton poids retrouvé sur le matelas, beaucoup plus que les 150 grammes d'un rat. Tu peux ressentir tes jambes longues, allongées sous la couette. Tes bras lourds sur les côtés. Ta nuque qui repose sur l'oreiller. Tu es de retour. Et tu peux laisser, en douceur, les images de la nuit erratique s'éloigner. La cave d'immeuble. La rue de la Tour d'Auvergne. Le soupirail. Le puits de ventilation du métro. Le tunnel et son ballast. La station Bonne Nouvelle. L'égout d'Eugène Belgrand. La fuite devant la fouine. Le chat de la concierge. Le retour au nid. Mais avant de t'endormir complètement, tu peux te rappeler quelque chose. Quand tu marches dans Paris, demain, sur un trottoir, dans une station de métro, en regardant un caniveau, sache que sous tes pieds, en ce moment même, dort une population de plusieurs millions de rats. On estime qu'il y a, dans Paris, entre 2 et 6 millions de rats, soit à peu près un rat par habitant, parfois plus. Ils vivent dans les caves, dans les égouts, dans les tunnels du métro, dans les vides sanitaires des immeubles. Ils sortent surtout la nuit. Ils ne te font pas de mal, au contraire, ils mangent une partie des déchets que la ville produirait sinon en excès, et ils nourrissent les chouettes, les fouines, les renards qui vivent dans les parcs. Ils sont une partie invisible de l'écosystème urbain. Une partie ancienne. Leurs ancêtres sont arrivés à Paris au Moyen Âge, avec les bateaux marchands, dans les soutes des navires. Depuis 800 ans, leur génération succède à la leur, en parallèle de la nôtre, à quelques mètres en dessous de nos pas. Ils ont vu Paris naître, grandir, brûler, se reconstruire, se moderniser. Ils ont vu les Chartreux, les rois, la Révolution, la Commune, les guerres, l'occupation, la libération, mai 68. Et ils sont encore là, ce soir, comme cette nuit où tu en as été un. Tu peux les imaginer. Quelque part sous toi, en ce moment, dans une cave d'immeuble haussmannien, dort un rat noir dans un nid de papier déchiré. Il rêve de la nuit qu'il vient de passer dans les égouts. Ses vibrisses frémissent en dormant. Ses pattes s'agitent sans bruit. Tu peux laisser cette image t'accompagner. L'air entre, calme. L'air ressort. Tu glisses vers le sommeil. Comme le rat. À côté du rat, séparé seulement de lui par quelques mètres de plancher, de plâtre et de pierre. Tu es fait, toi aussi, des mêmes molécules, des mêmes acides aminés, des mêmes neurones,
du même hippocampe. Tu as des cellules de lieu et des cellules de grille dans ton cerveau, exactement comme lui. Tes neurones cartographient ta chambre, ta maison, ton quartier, exactement comme les siens cartographient les caves et les tunnels. Tu rêves comme lui rêve. La différence entre vous est moins grande qu'on ne le dit. Bonne nuit.